Les technologies innovantes en santé prennent une place de plus en plus importante dans notre exercice de pharmacie hospitalière. Robotisation, impression 3D, caméras intelligentes, traçabilité et RFID. Sans même parler d'intelligence artificielle, ces innovations améliorent et sécurisent nos pratiques dans les domaines du circuit des produits de santé, de la production ou encore de la stérilisation. Quelles sont les conséquences pour notre exercice de pharmacien hospitalier? Ces technologies sont-elles efficientes? Comment anticiper ces bouleversements? Pour accompagner leur travail quotidien, plusieurs équipes ont déjà déployé des technologies innovantes. Nous sommes allés à leur rencontre. Direction Paris, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui a choisi d'accompagner et sécuriser la reconstitution des plateaux opératoires à l'aide d'une station de contrôle. Une avancée qu'ils considèrent majeure. Il nous explique. Je suis Anne Morin-Cabane, je suis pharmacien praticien hospitalier à l'hôpital Pitié-Salpêtrière et je suis pilote de l'unité de stérilisation. Depuis plusieurs années, on constate que nous n'arrivons pas à réduire le nombre de non-conformités de recomposition qui sont vraiment liées à un facteur humain, à de l'erreur humaine, et on cherchait un nouvel angle d'attaque. Aujourd'hui, cet outil sert à faire du double contrôle, donc c'est-à-dire que les agents de stérilisation vont recomposer le plateau opératoire et à l'issue de la recomposition, il y aura le double contrôle qui est réalisé par la machine. Je trouve que c'est un outil ultra performant pour la recomposition des ancillaires. Une petite pièce manquante dans l'ancillaire, il va tout de suite le repérer et il va vous le signaler. Enfin, voilà, c'est formidable. Sur la recomposition des plateaux opératoires, on a rencontré quelques limites. À partir du moment où un instrument était remplacé par un autre, alors que c'est le même type de porte-aiguille, même dimension, même taille, mais un autre fournisseur, la conformité n'est pas bonne. Et donc ça va nous bloquer la recomposition. Ça va donner un résultat non conforme, alors qu'en réalité, la boîte l'est. Concrètement, comment cette technologie accompagne le préparateur pour la reconstitution des plateaux opératoires? L'outil de l'Ancitrac, je vais l'utiliser pour double contrôler quand je fais moi-même des boîtes, ou alors je vais m'en servir pour m'aider à contrôler les boîtes de mes agents. Je fais du lean management dans le cadre de ma fonction de responsable de production et je dois contrôler 2 boîtes au hasard. Et si ces boîtes sont également paramétrées sur l'Ancitrac, je vais m'aider de l'outil pour pouvoir double contrôler la boîte. En fait, la difficulté qu'on a rencontrée, c'était de réussir à intégrer l'Ancitrac, à modifier notre organisation sur l'étape de recomposition pour l'utiliser à 100% de ses fonctionnalités sans perturber notre production. Le principal point que j'ai vu qui pourrait être amélioré, c'est une passerelle entre l'Ancitrac et l'Optime parce que du coup, les agents me font surtout remonter le fait qu'il y ait une perte de temps de faire et d'un coup sur Optime et après sur l'Ancitrac. On comprend que des interfaces avec les autres outils informatiques amélioreraient encore l'expérience utilisateur. Justement, comment la direction des systèmes d'information perçoit-elle l'arrivée de cette technologie innovante et quel rôle a-t-elle joué dans sa mise en place? La DSI Sorbonne Université est dans tous ses projets à 3 points de vigilance quand elle mène l'analyse de ses projets. Ces 3 points de vigilance sont la sécurité de l'information. Le deuxième point, c'est avoir une infrastructure concrète, sécure, fiable. Et le troisième point, c'était avoir une solution où on a une autonomie dans le paramétrage, autonomie pour les utilisateurs. Et le projet Ancitrac remplissait les 3 conditions. Le paramétrage est long, mais une fois les photos et tous les instruments enregistrés dans le logiciel, c'est très rapide d'utilisation. Une technologie qui séduit avec 2 éléments clés pour assurer un déploiement réussi. Lesquels? Alors je dirais qu'il faut absolument prévoir une ressource humaine dédiée au paramétrage et vraiment à l'accompagnement au quotidien. C'est comme tout, à chaque fois qu'il y a un nouvel outil, quel que soit le service, pas forcément dans le mode hospitalier, il y a toujours des personnes qui vont être pour, des personnes qui vont être contre. Après, il faut petit à petit les amener à l'utiliser pour pouvoir renforcer leur pratique. La formation a été faite par une personne qui est venue de la société Ancitrac et ensuite, moi j'ai pris le relais avec les responsables de production. C'est l'interne qui m'a montré comment ça marchait. À côté de la machine en zone, on a une sorte de tutoriel qui est bien expliqué. De plus, la machine, elle est quand même très, je trouve, intuitive, assez simple, surtout l'application, le site internet, je veux dire. Donc c'est pas très compliqué, je trouve, de le prendre en main. Les objectifs de cette phase test semblent atteints. Quelles sont les perspectives d'avenir pour les équipes de la Pitié-Salpêtrière? Aujourd'hui, on aimerait vraiment réussir à faire l'acquisition de ce dispositif en vue de l'utilisation, bien sûr, sur la recomposition des ancillaires, mais toujours en approfondissant son utilisation pour les plateaux opératoires pour lesquels on trouve quand même des résultats probants sur certains plateaux opératoires. Voici donc une première technologie innovante appliquée en pharmacie hospitalière mise en place à la Pitié-Salpêtrière. Une station de contrôle conçue pour accompagner les opérateurs qui recomposent les plateaux opératoires pour mieux identifier et tracer les instruments chirurgicaux. Un processus qui est rapide, sûr et fiable.
À l'avenir, les pharmaciens souhaiteraient le voir totalement intégré à leur système d'information qualité en stérilisation. Notre enquête se poursuit à l'hôpital de Meaux, du Grand Hôpital de l'Est francilien, pour un second retour d'expérience. Ici, l'équipe pharmaceutique est en plein renouvellement des armoires sécurisées et plus globalement une refonte de la sécurisation de son circuit du médicament. Quelles technologies ont-ils retenues et pourquoi ? Je suis Julien Potier, je suis pharmacien hospitalier à l'hôpital de Meaux. Donc l'hôpital de Meaux, c'est un des 4 sites du Grand Hôpital de l'Est francilien. En fait, avec la construction d'un nouveau bâtiment pour l'hôpital, il a été réfléchi et décidé de mettre en place des armoires informatisées pour remplacer les armoires classiques et par la même occasion d'en profiter pour remplacer les armoires informatisées des autres sites. On a effectivement créé un groupe projet qui incluait des pharmaciens, des préparateurs, la DSI, la direction des soins et l'encadrement. Donc ça a été quand même très facilitant de travailler avec les préparateurs. On comprend qu'ici, au-delà de la technologie, c'est l'implication des équipes et le paramétrage qui transforment l'essai en réussite. Concrètement à Meaux, comment cela s'est-il passé ? On a été visiter un autre site qui avait déjà ce style d'armoire. On a revu les dotations des services avec les cadres, les médecins et les infirmières. Le paramétrage, il y avait quand même beaucoup de travail à faire dessus. Donc on était beaucoup assisté par à la fois le fournisseur mais aussi le service informatique. C'était à la fois individualisé mais ils nous ont quand même aussi guidés sur des idées ou sur des fonctionnements qui existent déjà ailleurs. Donc l'avantage en fait de ces armoires, c'est qu'il y a une meilleure intégration dans notre architecture informatique, ce qui permet donc une interopérabilité meilleure et une absence de rupture de charge. Ici aussi, la formation est l'autre clé de la réussite. Explication. Pour la formation, elle s'est passée en 2 temps. Un premier temps où on a été formé, les référents ont été formés par BD Pixis. Les référents, c'était les cadres, les pharmaciens, les préparatrices référentes du projet. Ensuite, BD Pixis a formé les 2 premiers services, pilotes, et les référents. Donc nous-mêmes, on a formé les services qui ont suivi. L'appropriation de l'armoire était facile, un peu plus compliquée lors de la première armoire, mais après, avec le temps, c'était facile. Et pour les soignants, comment le déploiement de ces nouvelles armoires a-t-il été perçu ? On est quand même en lien assez fort avec la pharmacie, en tout cas sur l'hématologie, néphrologie. Mais c'est vrai que pendant le temps de la mise en place, comme tout changement, mise en place d'un nouveau projet, il y a tout un accompagnement et on les a énormément appelés effectivement à ce moment-là. Le temps de bien avoir les procédures en tête ou une nouvelle problématique qui se mettait en place auquel on n'avait pas pensé, forcément on les appelait. Il y a effectivement une réactivité et un gros travail avec la pharmacie. Les avantages de ces armoires, c'est un gain de temps pour les équipes. La sécurité du circuit du médicament, indéniablement. Tout est tracé, donc on sait exactement qui a pris quel médicament, à quelle heure. L'inconvénient, c'est que ça demande énormément de rigueur aux infirmiers. C'est un petit peu compliqué cet accès de une personne à la fois. Les inconvénients pratiques, c'est peut-être le dernier tiroir de l'armoire Pixis qui est vraiment très bas. Au final, une sécurisation du circuit des produits de santé, version 2.0 avec un déploiement ambitieux. Combien d'armoires ont été déployées à ce jour ? On est les premiers en France à avoir pu déployer autant de frigos Pixis. Donc on a réussi au final à mettre en place 15 armoires en un peu moins de 5 mois, notamment grâce à la direction des soins, à l'encadrement, donc chaque service, à l'informatique, mais aussi au sein de la pharmacie, grâce au travail des préparateurs. Aujourd'hui, ça représente 35 armoires sur le GEF, donc 15 sur le site de Meaux. Personnellement, je suis assez contente, c'est fluide, c'est intuitif, et puis bon, on les a mis en place, donc en fait... on est fiers, on est contents, quoi. Le conseil pour les équipes qui veulent se lancer, c'est d'y croire, de se faire confiance. Pour monter un projet d'une telle envergure, il faut dans un premier temps créer un groupe projet en n'oubliant aucun acteur qui va être concerné par ce projet. Il faut du coup qu'après chaque acteur soit vraiment impliqué. Donc c'est aussi un travail de l'encadrement de le faire pour ses équipes. Il faut beaucoup communiquer et surtout faire confiance à ses collaborateurs. Pour aller plus loin, on aimerait pouvoir à l'avenir déployer d'autres armoires dans d'autres services sur le site de Meaux. Mais actuellement, il y a aussi les autres sites du GEF pour lesquels il y a le remplacement des anciennes armoires informatisées qui est déjà prévu, donc que ce soit sur Marne-la-Vallée, sur Jouarre ou sur Coulommiers. Voici donc une seconde technologie innovante qui n'est pas si récente mais se renouvelle déjà et témoigne de la dynamique des évolutions. Le remplacement des armoires de dispensation automatisées incluant désormais les produits froids pour la sécurisation du circuit du médicament au sein de plusieurs établissements du Grand Hôpital de l'Est francilien en témoigne. Un projet qui, comme tous les projets de ce type, ne peut aboutir que par un engagement institutionnel fort de tous les acteurs hospitaliers au service du patient. Reste à évaluer l'efficience du dispositif. Nous quittons Paris et sa région. Direction Grenoble pour découvrir une troisième approche de technologie innovante en santé.
Ici, pour remplacer un système de traçabilité devenu obsolète, et face aux nouvelles obligations réglementaires, l'équipe pharmaceutique a été obligée de repenser totalement son système de traçabilité des dispositifs médicaux implantables. Quel outil a été choisi pour relever ce défi ? Je suis Delphine Schmitt, pharmacien hospitalier dans le domaine des dispositifs médicaux stériles. Aujourd'hui, on gère à peu près 1500 interventions par chirurgicales par mois et ça représente aussi 1500 réceptions de dispositifs médicaux implantables par mois. On utilisait depuis de nombreuses années maintenant un outil de traçabilité informatisé dont la genèse avait été réalisée au CHU de Grenoble. Donc ici, on avait construit cet outil avec une de mes collègues et puis cet outil devenait obsolète. Donc il fallait de toute façon changer de logiciel de traçabilité des DMI. Nous avons eu en 2021 un arrêté relatif au système management qualité des dispositifs médicaux implantables. Ça a redonné un caractère d'urgence au projet. Quelle technologie a été retenue pour relever ce défi ? On a vu iTrace et ScanDM, le projet nous a emballés parce que on avait enfin une reconnaissance de la quasi-totalité des codes barres avec la possibilité de répondre enfin à l'arrêté et d'avoir une reconnaissance sur la totalité du circuit des codes barres. Pour chaque intervention, on peut avoir après une estimation assez fidèle des coûts. La direction a accepté de financer ce projet, même s'il était un petit peu plus cher que les autres solutions logicielles potentielles. Entre la décision et la mise en route, il y a eu entre 10 et 12 mois. En ce qui concerne l'intégration du logiciel dans nos activités, le logiciel est maintenant pleinement intégré à différentes étapes de notre circuit, si ce n'est à toutes. À nouveau, une collaboration étroite avec la DSI a facilité interfaçage et paramétrage. Ce sont des étapes longues et souvent fastidieuses, mais indispensables pour une réussite totale du projet. Il nous explique. Vraiment, le projet de cet outil-là a été mené par la pharmacie, puisque c'est la pharmacie, la partie métier, qui a apporté ce logiciel un petit peu dans la discussion. La vraie difficulté de ce projet, c'est que c'est un projet qui est profondément ancré dans le système d'information et qui doit s'interfacer avec tout ce qui existe déjà. Donc l'interfaçage, il est encore en cours. Nous avons une première version du logiciel que nous utilisons dans notre quotidien, mais il y a encore des modules et certains paramètres qui vont être amenés à évoluer et qu'on construit ensemble. Concernant l'appropriation de l'outil, c'était une attente assez importante vis-à-vis des personnels de bloc opératoire, surtout par le déploiement de la reconnaissance informatique et donc de la lecture des codes barres, parce que c'était quelque chose qui nous manquait dans notre ancien logiciel. Et les utilisateurs, infirmiers de bloc, préparateurs en pharmacie, sont-ils satisfaits ? C'est très facile à suivre, ils nous dirigent directement sur ce qu'ils nous demandent, le nom, le prénom, le DM à scanner, on vérifie que ça a bien été scanné. En fait, c'est hyper simple, c'est hyper intuitif et très simple. Au quotidien, pour la traçabilité, c'est un outil qui est facile à utiliser. De notre côté aussi, au niveau des préparateurs en pharmacie, parce que c'est surtout eux qui utilisent l'outil au quotidien, ça a été très simple de mise en place. La problématique majeure est le changement. Comme tout nouvel outil, c'est qu'il faut changer nos organisations, changer nos pratiques, réussir à former les équipes. Elles sont pas toujours là, toutes présentes ou toutes sur les mêmes postes. Et comment les pharmaciens ont anticipé la formation d'équipes multiprofessionnelles importantes ? Donc, en coopération avec la direction service numérique, nous avons pu banaliser certaines plages horaires pour que les équipes soignantes, les cadres notamment, puissent venir découvrir l'outil, se l'approprier en amont de la mise en place. Le jour du déploiement, nous avions différentes personnes qui étaient mobilisées dans les différents blocs afin de pouvoir accompagner les équipes. Et au final, de nombreuses avancées, mais aussi des pistes d'amélioration déjà en projet ? Par rapport à l'ancien logiciel, le fait d'avoir la scannette et de pouvoir scanner les dispositifs et ne pas les rentrer à la main, c'est un gain de temps. Ça nous fait beaucoup gagner de temps dans ce qui est de la réception surtout. Alors le logiciel, il nous bloque dans nos activités quotidiennes, sur le prêt temporaire surtout, parce qu'il n'est pas encore complètement terminé, et sur notre gestion des stocks. On ne peut pas faire certaines recherches par numéro de série ou autre, donc pour l'instant, ça nous bloque sur certains modules. Les avantages de cet outil pour le patient, c'est que comme l'outil est ergonomique, on a une meilleure proportion de traçabilité. Il faut aussi qu'on reçoive les développements complémentaires qui, eux, sont réalisés par le développeur, mais qui vont vraiment nous être utiles. Et comme ça nous permettra d'avoir une utilisation d'une version plus complète de l'outil, qui du coup sera d'autant plus intégrée dans notre mode de fonctionnement. Et en attendant cette version améliorée, l'équipe grenobloise nous livre même d'autres ingrédients de réussite.
Le conseil que je donnerais pour les équipes qui souhaiteraient se lancer dans ce projet, c'est déjà de vraiment bien définir en amont le circuit. Et quel circuit est-ce qu'on veut avoir, que ce soit le circuit physique des dispositifs médicaux, mais surtout à ne pas négliger toute la partie informatique et interface logicielle. À Grenoble, l'équipe pharmaceutique a transformé une obligation réglementaire en une véritable opportunité où l'établissement a accepté d'investir davantage pour une meilleure traçabilité des dispositifs médicaux implantables, mais aussi pour améliorer la connaissance sur le coût de production de ces interventions chirurgicales. Un projet porté par l'équipe pharmaceutique qui pourrait être étendu à d'autres produits de santé. Dernier retour d'expérience. Notre enquête nous ramène en région parisienne à Gustave-Roussy, où l'équipe pharmaceutique finalise la mise au point d'une imprimante 3D pour la production individualisée de formes pédiatriques de médicaments anticancéreux sous forme de petites gommes à mâcher. Nous les écoutons. Maxime Anneau, moi je suis pharmacien à Gustave-Roussy, je suis en charge de toute la partie préparatoire et contrôle et on s'occupe en fait d'essayer de répondre aux besoins non couverts par l'industrie pharmaceutique. Pour revenir sur la genèse du projet, donc ça fait bientôt plus de 15 ans que sur Gustave-Roussy on travaille sur les problématiques de formes pédiatriques anticancéreuses et aujourd'hui, 3 ans plus tard, on collabore avec la NSM et le MA justement pour déposer des techniques ensemble, établir les normes ensemble et fort de cette expérience, ça marche extrêmement bien aujourd'hui. Quelle imprimante 3D a été retenue à Gustave-Roussy pour la production de médicaments? Et surtout, comment cela fonctionne-t-il? Donc l'imprimante 3D que nous utilisons ici à l'Institut Gustave-Roussy, c'est donc une imprimante dite à SSE. Donc elle repose sur le principe d'une extrusion d'un gel semi-solide à travers du coup une buse et l'impression couche par couche de formes pharmaceutiques pour justement permettre une personnalisation en forme et en dosage pour les populations pédiatriques. On commence à le voir, vous allez avoir des formulations standards avec des paramètres prédéfinis dans les imprimantes. Vous aurez juste à imprimer. Ce sera nettement plus rapide. Ce sera juste du plug and play, vous mettez votre cartouche, vous imprimez. On peut combiner des médicaments pour les patients. On peut faire des formes à libération modifiées avec le fait de pouvoir donner au patient au bon moment par rapport à sa pathologie. C'est vraiment un intérêt. Ça ne va pas viser le 90% des gens, mais vous avez 10% des cas où ça va répondre au problème. On comprend que demain, ces imprimantes pourraient être plug and play. Mais pour l'instant, ces pionniers travaillent à leur mise au point. Justement, quels sont les paramètres clés à maîtriser? L'imprimante, quand elle nous a été livrée, elle a des paramètres par défaut. Donc nous, derrière, on doit ce travail d'optimisation des paramètres qui peut aller de la vitesse d'impression à la hauteur des couches, la forme, la force qui est appliquée, la température également, qui est très importante. Donc tous ces différents paramètres qu'on doit optimiser pour chacun des encres qu'on utilise, donc chacun des gels qu'on utilise. Donc les paramètres qui fonctionnent pour un type de gel ne vont pas forcément fonctionner pour un autre type de gel. Le plus dur, c'est vraiment de développer le gel, l'encre en tant que tel. Une fois que le gel est développé, l'optimisation des paramètres d'impression, ça prend certes du temps, mais on finit toujours par trouver les bons paramètres. Pour l'instant, on est encore en mode projet sur la plupart des médicaments sur lesquels on travaille. On a évoqué pour d'autres technologies l'importance de la formation. Mais sur une technologie en développement, comment faire? Ça a commencé par 2-3 personnes habilitées et formées qui, au final, ont commencé à former les nouveaux arrivants et ainsi de suite. C'est vraiment une chaîne. À savoir que, de toute façon, s'il y a le moindre souci, Faberix est joignable. J'ai été formée en 2 après-midi par les internes. Je n'ai pas encore identifié des limites parce que je ne suis pas encore allée beaucoup de fois dessus. J'ai pas peur que l'imprimante me remplace, tout simplement parce qu'elle a toujours besoin de moi quand même pour la charger, la décharger, l'envoyer son programme, la régler avant de lancer mes gélules. Nous, on va mettre en place une formation pour des jeunes pharmaciens dans les internes, ouvert au niveau national pour que les gens puissent venir se former sur site. Soit vous attendez que la techno évolue naturellement, vous attendez 4-5 ans, dans 5 ans ce sera prêt, vous n'aurez plus qu'à acheter et faire play. Soit vous venez vous former chez nous, ou à Nîmes, qui sont installés aussi pour pouvoir vous former. C'est vraiment en faisant, en voyant les limites, que vous aurez la meilleure vision. Une formation des équipes finalement pas si compliquée et des préparateurs moteurs. Mais au-delà des avantages, quelles pistes d'amélioration sont déjà identifiées? Le plus gros bémol et la chose sur laquelle on va vraiment travailler, c'est le nettoyage de l'imprimante à la fin de l'utilisation. Aujourd'hui, on ne met pas de données patients dans l'imprimante. Aujourd'hui, c'est du standalone. Il n'y a pas du tout de problème SI, puisque c'est-à-dire qu'on a nos informations de prescription. Et aujourd'hui, ça nécessite une retranscription dans l'imprimante de la dose du patient. Aujourd'hui, il n'y a pas d'interface automatisée de communication et c'est pas encore dans les plans de développement d'aucun système à imprimante. Le gros avantage, c'est vraiment pour la qualité de vie du patient et sa prise en charge. Nous, on est content du choix qu'on en a fait. Ça marche bien. Ça fait pas tout ce qu'on aurait espéré au début, mais parce que la techno n'est pas encore mûre à 100%. Il faut encore un petit peu de temps. On est un peu sur l'iPhone 1 ou l'iPhone 2, entre les deux maintenant, ça évolue. Il faut attendre qu'on soit à la version 3, qui était vraiment sympa, pour que ce soit vraiment autonome. Une technologie innovante en pharmacie hospitalière en plein développement. Elle est coûteuse,
Mais pourquoi pourrait-elle être l'avenir de la fabrication des médicaments ? Ça coûte de l'argent. Ça, c'est vrai, faut pas se cacher. On a un gros souci en pharmacie, on est toujours là en train d'essayer de faire des économies. Alors que nos collègues chirurgiens, quand ils achètent un robot pour faire de la chirurgie, c'est pas plus rentable qu'un chirurgien, c'est juste plus propre à la fin, ça fait moins de cicatrices pour la patiente. On a créé un groupe, en fait, mondial, au début qui était européen, qui s'appelle le Pharma 3D PI. Tout le monde sur le groupe, on présente nos trucs, on échange aussi avec les autorités pour vraiment voir comment on peut répondre et comment on peut sécuriser, donner l'accès le plus facilement possible. C'est que le commencement. Il y a quelques années, on se disait oui, c'est dans longtemps, et maintenant c'est aujourd'hui. Et ça fait que évoluer, et je pense que ça finira pas d'évoluer. À Gustave Roussy, une dernière expérience de déploiement d'une technologie innovante pour répondre aux besoins non couverts par l'industrie pharmaceutique pour des formes anticancéreuses pédiatriques, mais qui pourrait aussi trouver demain un intérêt chez l'adulte pour optimiser la prise en charge médicamenteuse, tant sur le confort que l'impact économique. À Gustave Roussy, l'équipe pharmaceutique œuvre pour que le traitement des petits patients soit plus facile à accepter, et le quotidien un peu plus léger. L'aventure ne fait que commencer. Cette imprimante 3D n'est pas seulement une machine innovante, c'est un pas de plus vers le futur du médicament. Les technologies numériques et innovantes en santé, sans promettre de révolutionner nos activités pharmaceutiques comme l'intelligence artificielle, transforment néanmoins profondément notre exercice. Nous avons rencontré 4 équipes qui ont déployé des projets innovants. Et on retiendra que cela améliore systématiquement la qualité du service pharmaceutique rendu. À cet instant, à la différence des craintes exprimées parfois avec l'intelligence artificielle, ces technologies accompagnent nos missions sans ambitionner de remplacer les équipes pharmaceutiques. Pour autant, les défis restent similaires. Comment conduire au mieux ces projets de changement ? Comment maîtriser l'interopérabilité ? Comment rester maître de nos données de santé ? Quels sont les risques d'une dépendance accrue à ces technologies en cas de défaillance ? Dans tous les cas, le pharmacien hospitalier se doit d'être le garant de la sécurisation de ces technologies numériques en santé. Nous ouvrons le débat et traçons les perspectives d'avenir avec vous.